Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Roland Smith. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario que l'on salue au passage. Ce projet met en avant les personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Alors, comment ça va aujourd'hui, Roland? Ça va bien, merci Nathalie. Moi, je suis très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir retracer ton parcours et savoir un petit peu ce qui se cache derrière Roland Smith. Alors, avant toute chose, Roland, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et nous dire d'où tu viens et où tu es né? Je viens donc de l'ouest de la France. Je ne viens ni de la Normandie ni de la Bretagne, mais je viens bien du Maine. Alors ça interpelle beaucoup les gens parce que on ne connaît pas cette ancienne province. Alors, quand je suis arrivée au Canada il y a à peu près 50 ans, la façon dont je présentais un peu d'où je venais, c'est que je disais que j'étais au sud des plages du débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça situait les gens géographiquement parce que je suis des environs de Laval, dans la Mayenne, et nous sommes à 70 km de Caen, donc des plages du débarquement. Alors, c'était une façon de me localiser. Je suis née là, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge du baccalauréat. Je voulais être hôtesse de l'air. Ça paraît un peu plat maintenant, mais il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, 60 ans, le métier d'hôtesse de l'air était un métier assez bien regardé. Il fallait parler 3 langues. Il fallait avoir un certain physique, que les gens sont complètement étonnés par ça. Et c'était quand même une sélection assez... Enfin, je voulais voyager, j'étais intéressée par voyager, j'aimais l'histoire, j'aimais la géographie. Alors donc, après le baccalauréat, j'ai quitté la France pour aller me perfectionner en Allemagne, parce que j'avais appris l'allemand comme langue deuxième langue. À mon époque, on n'ouvrait pas beaucoup l'espagnol, pas dans ma région. Il y avait très peu de professeurs d'espagnol dans les lycées. Enfin, peut-être vers le sud, mais dans l'ouest ou le nord. Et puis après l'Allemagne, je suis partie en Angleterre, au pair dans une famille, pour perfectionner mon anglais, pardon. J'avais pris goût pas vraiment à travailler, mais plutôt à traîner, comme peut-être auraient dit mes parents à l'époque. Et après, je suis montée par curiosité à Stockholm, où j'ai été nanny dans une famille. Alors, la langue suédoise, elle a beaucoup de vocabulaire germanique, beaucoup de vocabulaire anglais, la grammaire anglaise, beaucoup de noms latins. Donc, ce n'était pas une langue extraordinaire à apprendre. Et avec les enfants, quand on s'occupe d'enfants, on apprend très vite une langue. Parce que les enfants, s'ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas ou ils se moquent. Donc, puis finalement, après avoir vagabondé, enfin travaillé, avec une amie, l'idée nous est venue d'aller voyager. À l'époque, j'étais dans la catégorie qu'on appelait les hippies. Cet esprit un peu libre. Exactement. Pas pressé de travailler, pas pressé de se marier non plus. Alors, je suis partie avec une copine sur les routes en autostop. On allait aller très loin. On allait aller jusqu'à Goa. C'est vraiment l'histoire d'une période parce qu'à cette époque-là, il y avait un autobus
qui s'appelait The Magic Bus. The Magic Bus qui partait de Londres. Il y avait un bus qui partait de Londres toutes les semaines. Ils étaient aménagés pour pouvoir y coucher dedans. Et tout ça, et il passait par Paris, il suivait un peu la ligne de l'Orient Express. Enfin, je me suis retrouvée à Istanbul. Istanbul, est-ce que je pouvais continuer? Est-ce que je devais me rabattre? J'avais de l'argent, mais je n'étais pas riche et on ne dépensait pas beaucoup non plus. Alors, je me suis rabattue de Istanbul vers l'Israël. C'était 2 ans après la guerre de 67. Ils recherchaient des jeunes travailleurs. C'était très facile d'aller travailler en Israël dans les kibbutz. Il n'y avait pas besoin d'être juif. Il y avait juste envie de travailler. Alors, j'ai donc passé, si je n'étais pas juive, je pouvais passer 3 mois en Israël. Et c'est sur le fameux chemin de l'Israël, dans un bateau, pour aller du Pirée à Haïfa, que j'ai rencontré d'autres jeunes qui voyageaient, sac à dos. Beaucoup de garçons, très, très peu de filles, tous les pays du Commonwealth, canadiens, américains, sud-africains, australiens et tout. Et sur le bateau, non, c'est plus en arrivant à Haïfa, on a été à l'auberge de jeunesse parce que c'était les auberges de jeunesse. Et là, j'ai rencontré un Canadien. Et voilà. On a continué, on a passé les 3 mois en Israël ensemble et après, on a repris le pouce et on a voyagé quasiment 2 ou 3 ans. Retourner travailler l'été à Stockholm. Et là, on faisait assez d'argent pour reprendre une année à traîner. Comme nous disaient les gens, vous traînez. Mais on a cumulé quand même tout un vécu qui est absolument… C'est ça, parce qu'au final de cette errance, entre guillemets, tu as pris une expérience et une force de cette culture aussi, parce que quand on voyage, en général, on s'imprègne un petit peu des cultures et ça enrichit énormément. Et puis, on développe une certaine philosophie de la vie, quoi. Est-ce qu'on a besoin de tant de choses? Est-ce qu'on peut traîner avec un sac à dos? Moi, ça le côté matérialiste, c'est oui, on prend la route du recul, on le perd. Oui, voilà, consommation, matérialisme, de quoi a-t-on besoin? Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé et ça restera une partie de ma personnalité. Alors, tôt ou tard, je suis venue au Canada en 1971. C'était extrêmement facile de venir au Canada. Je suis venue, j'ose le dire maintenant, je suis venue avec un billet simple. Nous nous sommes mariés, pas de question à l'aéroport. J'ai dit que je venais en vacances, que j'allais rester chez les parents de mon ami. On a été se marier, on a obtenu un certificat de mariage et voilà, c'était fait. Aucun question enfin, au point de vue, quand j'ai pris ma citoyenneté canadienne, j'avais déjà beaucoup de points. J'étais bilingue, j'avais un travail, j'avais tant d'éducation. Enfin, le calcul était simple à l'époque et voilà. Alors, j'ai toujours habité dans la région de Toronto. La première année, mon mari faisait un master en histoire à Kitchener-Waterloo. Alors, on a habité sur le campus des étudiants. Et après, on a déménagé à Toronto et je suis devenue fonctionnaire provincial au gouvernement provincial à Queen's Park. Alors voilà, on en reviendra un petit peu parce que c'est vrai que tu as pris un peu d'avance sur mes questions, Rolande. On va revenir un petit peu en arrière, à l'époque où tu n'étais pas encore bourlingueuse, comme moi j'aime bien dire. Quand on voyage comme ça, j'aime bien ce terme. On va revenir à l'enfance, en fait. On va revenir à ton époque d'enfant, quand tu étais en France encore. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir que tu avais quand tu étais enfant, quand tu étais plus jeune, en tout cas avant cette époque de voyage, et pourquoi ce souvenir particulier?
Souvenir particulier, enfin, c'est plus général qu'un souvenir particulier. J'ai grandi sur une ferme. Donc, on a dû être, parce que si nos parents décidaient de nous mettre au lycée, plutôt que de rester dans l'école du village qui allait que jusqu'au certificat, il fallait être pensionnaire. Il fallait aller en internat. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de la période d'internat à Laval. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Moi, je n'ai pas souffert en internat parce que je suis assez grégaire. Et puis, c'était qu'un internat de filles. Et puis, on se retrouvait tous les ans. Alors, c'était cette continuité à l'école que j'aimais bien. C'est un très bon... Enfin, c'est l'ensemble de ma scolarité au pensionnat, que c'était un lycée public. Ce n'était pas une institution religieuse. J'ai un souvenir de mon pensionnariat très agréable, alors qu'on entend tellement de gens de se plaindre. Et pour moi, c'était une valeur. Enfin, maintenant, je peux estimer, c'était d'une valeur incroyable, cette chance de poursuivre au-delà du village, de poursuivre notre éducation, mes frères ainsi bien que mes sœurs. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a donné cette envie de voyage, d'être en communauté avec plein de gens, parce que tu avais justement cette expérience de vivre justement en communauté avec plusieurs élèves dans cet internat aussi. Oui, et puis tu vivais avec pas grand-chose. Tu avais ta case, tu avais ton lit, tu avais ton placard. Et puis c'était tout. C'était pas question de... tu portais une blouse. Enfin, c'était toute une éducation quand même qui m'a jamais donné envie de choses luxueuses ni rien. Et puis, j'ai pas besoin d'espace. Et justement, est-ce que... les espaces, mais pour vivre, j'ai pas besoin d'espace. Oui, c'est ça. Tu as soif de grands espaces, mais toi, en tant que tel, tu n'as pas besoin de grand espace pour toi, en fait. Voilà, exactement. Et puis, grandir à la campagne aussi, j'aime beaucoup être dehors. Et puis, on marchait. Depuis le premier jour où j'étais à l'école, on marchait tous les jours. On faisait 3 kilomètres pour aller à l'école. On revenait 3. Je suis une très, très grande randonneuse. Je marche, je marche, je marche. Alors, tu m'as dit en début d'interview que quand tu étais plus jeune, tu rêvais d'être hôtesse de l'air. Mais est-ce que c'était ça, ton rêve, quand tu étais enfant? Si tu devais rêver à quelque non, chose? J'avais jamais imaginé. J'avais jamais imaginé. Non, je ne sais pas de quoi je rêvais. Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petite? Probablement pas. J'ai pas d'enfant et quand j'étais petite, est-ce que je planifiais déjà avoir une famille ou quoi? Non, je sais pas, je pense pas. Je pense pas, j'avais pas de rêve défini. J'avais aucune raison de vouloir quitter. J'étais très bien, mais c'est juste qu'une fois que je suis partie, j'ai continué à bourlinguer, comme tu dis. Alors justement, tu bourlingues et tu te retrouves au Canada, dans la région de Toronto, et tu deviens fonctionnaire provincial. Alors, raconte-nous un petit peu déjà, quel a été le déclic? Est-ce que tu as vu une annonce? Est-ce que c'est des contacts? Est-ce que c'est ton mari qui t'en a parlé? Comment on devient fonctionnaire provincial quand on vient de France et que ça fait pas si longtemps que ça, en fait, qu'on est sur le continent canadien, enfin, sur le territoire canadien? Là encore, comme j'ai dit, c'était très facile d'arriver comme immigrante au Canada dans les très début des années 70. Et c'était très facile de rentrer à la fonction publique. Par hasard, mon beau-père, la famille de mon beau-père, la famille Smith, était autrefois dans les textiles. Ils avaient une filature. Alors, c'était tout un contexte économique au début des années 70 on fermait les filatures, en fait, tous les textiles au Canada, le Québec, qui avait beaucoup, beaucoup de textiles. On a fermé beaucoup d'entreprises de textiles pour les exporter en Chine, au Vietnam. Enfin, c'est toute une histoire économique de l'époque. Donc, mon beau-père, dans la cinquantaine, s'est retrouvé sans filature. Il a joint la fonction publique de l'Ontario au ministère de l'Industrie comme consultant. Et il m'a dit, va appliquer. Il s'agissait d'aller dans un bureau qui était sur la rue Bloor et d'appliquer. Alors moi, j'avais les langues, mais je n'avais pas d'autre métier.
J'ai appris à taper à la machine et puis je suis devenue secrétaire. Mais ce que je veux souligner, c'est que dès l'année 70, 71, 72, au gouvernement de l'Ontario, j'ai parlé français quasiment tous les jours. Il n'y avait pas encore les services en français, mais il y avait quelque chose. J'ai travaillé longtemps dans le ministère qui s'appelait les Affaires intergouvernementales. J'étais dans la section fédérale provinciale, ça veut dire que c'était tous les contacts de l'Ontario avec les autres provinces. Et il y avait déjà à cette époque-là une commission Ontario-Québec. Et le gouvernement de l'Ontario faisait tous les efforts de s'adresser au gouvernement du Québec en français. Je n'étais pas traductrice et j'étais à cette commission Ontario-Québec. Et ça me donnait la chance d'avoir des collègues bilingues. Et puis, chemin faisant, beaucoup plus tard, il y a eu la loi sur les services en français. Et là, j'ai migré à l'Office des affaires francophones. Et justement, toi qui as vu pardon, le français en fait devenir quelque chose d'important en Ontario, puisqu'au début, comme tu disais, il n'y avait pas tous ces services en français. Comment ça a évolué justement, toi qui as pu assister à ça? Il y a eu une sensibilisation au moment du Parti québécois. Là, la commission Ontario-Québec existait déjà avant la levée des péquistes et tout ça, mais ça a beaucoup sensibilisé les Franco-Ontariens aussi à leurs droits et tout. Et ça a été très, très progressif. Et puis, un gouvernement libéral qui est arrivé au pouvoir a fait tous les efforts là, dans les années 80 de créer cette loi sur les services en français où c'est obligatoire en Ontario de recevoir les services provinciaux en français dans les régions qu'on appelle désignées, où il y a une certaine densité, proportion de franco-ontariens. D'après moi, j'ai pas fait l'histoire, mais pour moi, je l'ai senti vraiment progressif. Il n'y a pas eu un tsunami, là, quelque chose qui a... Mais et c'est pour ça que ça a très bien marché, parce que lentement, pas vite, et même vite quand même. C'était le début de toutes les associations franco-ontariennes, les ACFO, les FAFO, et tout. Alors donc, c'était un mouvement un peu général à travers la province et ça m'a permis aussi, comme j'étais à un moment aux communications, il fallait qu'on aille expliquer la loi. Alors, ça m'a donné la chance d'aller expliquer la loi dans toutes les régions francophones et de vraiment connaître l'Ontario. Vraiment, de Thunder Bay à Cochrane, à Timmins, à Windsor, à Welland. Alors, c'était très, très intéressant. Très, très intéressant. Et puis, aussi, il y a eu la période de la repatriation de la Constitution canadienne. Alors, j'étais souvent la secrétaire de la délégation de l'Ontario à toutes ces grandes réunions fédérales, provinciales. Alors, j'allais souvent à Ottawa et tout. Donc, non, j'ai fait une très belle carrière dans la fonction publique de l'Ontario. Mais vraiment... quand je dis que j'ai parlé français tous les jours, les gens disent « tu étais traductrice ». Je dis « Non, 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 non. » Les gens, au début, croyaient que les services en français, c'était juste de la traduction. Ce n'était pas ça. C'était recevoir ton permis de conduire, être soigné en français et tout. Donc, c'est toute une évolution qui a été écrite dans divers milieux, l'histoire des services en français dans la santé. Mais il y avait déjà une programmation dans les écoles aussi, ça c'était séparé. Mais est-ce que justement, toi qui as quand même un certain recul maintenant, est-ce que la population de la communauté francophone, elle était aussi importante? Parce que c'est vrai que moi qui suis au Canada que depuis 5 ans et demi, j'ai énormément de francophones autour de moi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas dès le début des années 70, en fait. Peut-être qu'il y avait beaucoup plus d'anglophones quand même. Est-ce que, justement, qu'est-ce que tu en penses? On maintient quand même toujours à peu près la même proportion franco-ontarien, anglo-ontarien ou multiculturel. Multiculturel.
On n'a jamais, je pense, ça n'a pas varié. Il y a des régions qui ont peut-être eu plus de francophones. Parce que maintenant, enfin, depuis que je suis là, quand je vois que presque, enfin, régulièrement dans les médias francophones de la région, on annonce l'ouverture d'une nouvelle école francophone. Donc, ça veut dire que ça existe, il y a toujours. Il y a toujours de la demande. Ouais. Si vous, à une époque, l'université de Toronto allait recruter dans les universités en France. Et ça, c'est un segment qui serait très intéressant à étudier. C'est la proportion des professeurs d'université à Toronto qui étaient natifs de France, mais dans tous les domaines, pas seulement la littérature, souvent la littérature, mais dans d'autres domaines. J'étais malheureusement une fois à des funérailles justement d'un de ces professeurs qui avait été recruté en France dans les années 70-80. Et donc, beaucoup de gens étaient là qui avaient vécu la même vie et tout. Et ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. Il n'y a jamais eu de migration massive de francophones à Toronto. Heureusement, parce qu'on n'a pas eu d'événements en France qui ont provoqué une immigration massive. Ouais. Oui, ou un déclin économique où les gens quittaient pour mieux vivre, les Italiens. Je parlais des Portugais l'autre jour parce qu'une amie a été aux Açores et dans les îles des Açores, il y a eu une explosion, une éruption volcanique qui à une époque a détruit presque quasiment toute une île. Et à cette époque-là, le Canada et les États-Unis ont dit aux Portugais de l'île, vous venez. Il n'y avait pas de question. Ils arrivaient, valises et tout. Alors, et c'est à cause de ça que quand il y avait une immigration massive comme ça, qu'il se formait un quartier. Il n'y a pas de quartier français parce qu'on n'a jamais eu une arrivée massive comme il y a eu avec certaines populations. Et puis, on s'intégrait, les gens arrivaient petit à petit, ils s'intégraient, ils retrouvaient une paroisse, ils retrouvaient une église, mais il n'y avait pas... Enfin, pour moi, c'est ma raison que je pense pourquoi il n'y a pas de quartier français. On s'est regroupés très tôt, au début du 20e peut-être, les gens qui venaient travailler dans les industries à Toronto se sont regroupés autour de la paroisse, la première paroisse, parce que on se regroupe encore autour des paroisses dans n'importe quelle congrégation de sa religion. Donc, non, l'histoire francophone de Toronto est à écrire. Et là, en ce moment, vous arrivez, les jeunes, vous arrivez mais en nombre incroyable. Quand bien même, c'est beaucoup plus difficile parce que faut quand même montrer bien plus patte blanche maintenant et d'avoir un projet un peu plus construit, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir maintenant avec des visas d'un an ou deux et de décider après de rentrer dans leur pays, peu importe. Mais c'est vrai que… Non, c'est tout à fait différent, oui. C'est tout à fait différent, mais je pense qu'il y a aussi cet attrait d'aventure, comme tu disais. Je pense que cette soif de savoir si l'herbe, elle n'est pas un peu plus verte ailleurs, ça, il n'y a pas d'époque pour ça. Je pense que tout le monde a ce petit quelque chose, cette petite envie de découvrir. Après, sur le court ou long terme, ça reste à voir en général, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et autour de moi, même des amis encore en France qui me disent j'y réfléchis encore, même s'ils ont passé la trentaine, même s'ils ont fondé des familles, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est séduisant, un pays qui a quand même les bras ouverts d'un côté, d'un point de vue immigration, et que il fait bon vivre au Canada, on va pas se mentir, même si c'est froid. Il y a de l'espace. Et il y a de l'espace, exactement. Il y a ça aussi. Alors moi, Roland, je me demandais aussi, après, je me dis même pas après, parce que ça fait une vingtaine d'années, il me semble que tu travailles, que tu es bénévole pour la Société d'histoire de Toronto. Je me demandais quel a été le déclic pour toi pour te lancer en tant que bénévole dans cette Société d'histoire de Toronto. D'abord, déjà, moi, quand je suis arrivée à Toronto, le fait que j'ai pris mari, j'ai pris pays, j'ai jamais été déchirée entre ma maison en France parce que j'en ai pas une et puis et tout ça. Alors donc, quand je suis arrivée ici, j'allais devenir canadienne, j'allais vivre canadien,
Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Je ne pouvais pas concevoir habiter dans une ville que je ne connaissais pas. Donc, j'ai commencé à apprendre un peu l'histoire de Toronto. Enfin, je n'ai pas appris l'histoire de Toronto. Je me suis questionnée sur les noms des villes, le nom des rues. Il y avait une rue qui s'appelait Mill, Moulin. Il y avait une rue qui s'appelait Parlement, juste à côté. Donc, ça voulait dire qu'un jour, il y avait un moulin là et l'autre, il y avait eu un Parlement. Alors, chemin faisant, il y avait une rue de Jarvis. Qui était Monsieur Jarvis? Monsieur Jarvis, Monsieur Bloor, qui était-il? Ils sont devenus mes ancêtres. J'avais plus besoin de Charlemagne. Pour ma vie ici, j'avais besoin de savoir comment ça avait évolué. J'aime la géographie. Il y a plein de rues des quartiers qui s'appellent Rosedale, Riverdale. S'il y a un dale, il y a une vallée. Donc, chemin faisant comme ça, j'ai appris à connaître Toronto. Je participais, enfin, je suivais des visites guidées en anglais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait personne qui en offrait. Et puis, comme ça, je suis rentrée à la Société d'histoire il y a à peu près 20 ans et quelque chose. Et puis, j'ai commencé à donner des visites guidées et à parler et à connaître de mieux en mieux Toronto et à apprécier Toronto aussi, la diversité, l'architecture, pourquoi on a ça, pourquoi on détruit tout et pourquoi on repart et pourquoi on garde que les façades qui sont le facading qu'on fait à Toronto en ce moment où on garde un pan de briques et on met des vitres derrière et tout ça, c'est pas que ça me fascine, mais ça m'intéresse. Alors, au début, il n'y avait personne qui parlait en français dans cette société d'histoire de Toronto? Ah ben non, la société d'histoire va avoir 40 ans. Moi, je suis qu'une goutte d'eau dans l'histoire de la société d'histoire. Non, la société d'histoire a été créée quand Toronto a célébré son 150e anniversaire, son sesquicentenaire, dans les années 84, 1984. Alors, il s'est formé un comité à la mairie de Toronto pour organiser des célébrations, des rencontres, des œuvres, des là et tout ça sur l'histoire de Toronto, 150 ans d'histoire. Et là, on s'est dit, ben oui, les francophones étaient là, les Français étaient là les premiers. C'est quand même un homme blanc français qui est venu errer et explorer sur les bords de la rivière Humber. Alors, ils ont dit, on va créer un sous-comité de célébration un sous-comité français. Et c'est ce sous-comité-là qui, après les festivités, est devenu a continué à vivre comme la Société d'histoire de Toronto. Le sous-comité avait été... le responsable de ce sous-comité, c'était un monsieur qui s'appelle Maurice Jouen. Il était architecte à Toronto, mais il était très familier avec la situation francophone. Ses enfants, à l'époque, de cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de mouvements vers les écoles françaises et tout. Donc, il y avait beaucoup de francophones à Toronto qui étaient impliqués dans l'histoire, dans les services en français, mais à cause de l'éducation et à cause des enfants qu'ils éduquaient à Toronto. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je n'ai jamais été dans ces batailles d'école. Je connais le dossier de l'extérieur. Et c'est comme ça, avec Maurice Jouen. Et puis autour de lui, il a créé un noyau principalement des universitaires. Et puis, voilà, ça a lancé la Société d'histoire. Alors moi, je suis qu'un petit chaînon dans les 40 ans de l'histoire de la Société d'histoire. Et justement, de toutes ces anecdotes que tu as pu apprendre sur cette belle ville de Toronto, Monsieur Jarvis, Monsieur Bloor, la rue du Parlement, la rue du Moulin et tout ça, quelle est pour toi l'anecdote ou la petite histoire qui t'a le plus marqué et pourquoi? Me dis pas toutes, ça ferait beaucoup. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Il y a une histoire quand même qui est assez bizarre. C'est quand les francophones, au début, on va dire, oui, au début du 20e et tout, il n'y avait pas d'église. Il y avait des églises catholiques. Il y avait des églises catholiques irlandaises. Il y avait des églises catholiques, mais il n'y avait pas de francophones. Alors, donc, ils ont fait appel à un monseigneur au Québec
au Québec pour aller demander une paroisse et un curé francophone à Toronto. Et c'est la façon dont c'était des familles qui ont commencé ce mouvement de créer une paroisse francophone. Et c'était en général des hommes d'affaires aussi, parce qu'il fallait quand même apporter quand même un background financier. Et ils se sont rencontrés à l'hôtel King Edward, je pense, pour préparer leur demande. Et leur demande a été acceptée très, très rapidement. Les congrégations, les églises veulent toujours aller convertir ailleurs et tout, et ça s'est fait très vite. Et ils ont acheté une église sur la rue King, qui n'existe plus maintenant. Ils ont acheté une église parce que les congrégations devenaient trop petites pour certaines congrégations à cause de l'immigration et tout ça. Ils ont acheté une église presbytérienne qui a été reconsacrée comme catholique et tout ça. Et quand cette église, qui s'appelait toujours l'église du Sacré-Cœur sur la rue King, était trop petite pour la congrégation francophone, c'est une congrégation ukrainienne qui l'a achetée. Parce que leur communauté était plus petite? Oui, d'accord. Et puis, pourtant, les Ukrainiens, il y en a au Canada depuis longtemps, mais à Toronto, sans doute qu'ils commençaient à s'installer à Toronto et tout. Alors, dans les histoires de Toronto, j'ai fait une présentation, j'ai un PowerPoint presentation sur les changements, nos églises, comment elles changent de congrégation. Il y a une synagogue qui est maintenant une église russe orthodoxe et tout ça. Alors, il y a plusieurs anecdotes comme ça autour de l'église du Sacré-Cœur qui m'intéressent. Et vraiment aussi, l'église du Sacré-Cœur, on a publié la Société d'histoire, ça a été un de ses premiers travaux de publier un livre sur l'histoire, le centenaire de la paroisse. Et on s'aperçoit qu'il y avait déjà des chorales françaises, il y avait les scouts, il y avait des associations sportives. L'ancêtre du théâtre français est quasiment né aussi dans le sous-sol de la paroisse et tout. Alors, il n'y a rien de nouveau, je veux dire, dans la société. C'était peut-être un niveau beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, mais les prémices étaient déjà là, en fait. À cause de la technologie, maintenant, c'est plus les mêmes rapports et tout, mais il y avait la base de la francophonie à Toronto est très ancienne. Et elle change selon les technologies, mais ça reste quand même que les familles françaises veulent des écoles françaises, elles veulent une radio française, ils veulent une télévision française et tout. Non. Mais je pense que j'ai dû à une époque, on a créé le COFTEM. C'était une association des associations culturelles franco-ontariennes, franco-torontoises. Et je me rappelle avoir signé, pas une pétition, c'était signé, il fallait tant de gens à souscrire au début de ces associations-là, quand elles présentaient leur demande de subvention au gouvernement, il fallait quand même avoir un certain nombre de gens qui étaient derrière, qui allaient continuer. Alors, il y a des fois... Non, j'aurais dû garder plus d'archives, mais je n'ai pas... Non, et comment ça se fait que cette francophonie, elle te soit si chère, en fait? Parce que toi qui as bourlingué autant, qui parle plusieurs langues, qui a vécu, ou en tout cas qui a pu traverser plusieurs pays, pourquoi justement cet attrait pour la francophonie, il t'a toujours suivi, il a toujours été important? Tu vois, même tu parlais de ton parcours professionnel en tant que fonctionnaire provincial. Tu étais super content de nous dire, là, dès le début, moi, j'ai parlé français. Pourquoi justement être contente de pouvoir garder ce petit attrait de francophonie et même encore aujourd'hui, en fait? Je dois, si je suis sincère, quand je suis arrivée au Canada, je connaissais peu. Je savais que c'était un pays bilingue. Et c'est cet aspect-là du Canada, le fait que ce soit un pays bilingue, je pense que ça nous apporte une très, très grande valeur. Et pour moi, ça a été...
je me suis sentie à l'aise tout de suite. Il n'y avait pas de... J'ai jamais eu de problème à cause de ma langue et j'ai toujours aimé la partager. Après ma retraite, j'ai enseigné le français aux adultes et tout. Il faut dire quand même que d'un côté, il y a des gens qui ont été réprimés pour parler français dans certains lieux. Moi, je n'ai jamais connu ça. Donc, et ça m'a toujours fait plaisir de voir l'intérêt par les anglophones, l'intérêt qu'ils ont. Et il y a tellement de francophiles. On ne les connaît pas, on les connaît peu, on les connaît dans certains milieux, mais il faut dire en général que c'est une grande, grande portion des gens qui sont francophiles plutôt que francophobes. Alors ça encourage aussi à partager et puis à garder. J'ai été aussi guide au Rhum francophone, parce que pour moi, c'était important aussi que nos institutions, on puisse les visiter en français. Et on a des choses à présenter, mais guide anglophone ou francophone, on ne les présente pas de la même façon non plus. Alors, il faut dire qu'il y a une différence et puis on aime la garder. Et justement, ton parcours, on a l'impression que tout était simple, qu'il n'y a jamais vraiment d'obstacles, mais je me dis, il y a forcément eu un petit moment où tu t'es dit, oh, je pensais que ça allait être plus simple. J'ai pas l'impression. Non. Il y a quand même beaucoup de facteurs dans la vie qui sont dus en partie à la chance. C'est vrai. Mais la chance, il faut savoir se la créer aussi des fois. Voilà, exactement. J'ai eu la chance d'être toujours au bon lieu, au bon moment. Donc, j'ai pas eu... Et puis, je suis pas... j'ai aucun je ne sais pas quel mot dire, j'ai jamais été une victime. Tu n'as jamais subi, en fait. Et puis, non, il y a des choses que les gens subissent maintenant, ils se disent victimes. Pour moi, ce n'était pas à subir, c'était une partie de la vie. C'était, je ne sais pas, j'ai toujours été optimiste. J'admets que je me crois chanceuse, mais comme tu dis, j'ai créé ma chance. Et puis, je vais de l'avant. Okay? Je voulais marcher. Il fallait que j'allais pas aller randonner toute seule. J'ai joint la Bruce Trail Conservation et j'étais chef de randonnée. J'aimais partager. Ce que je faisais bien, j'aimais le partager. Puis ça menait toujours à autre chose. Et du coup, de fil en aiguille, tu as fait de belles rencontres qui t'ont amené vers d'autres choses. Voilà, exactement. Non, c'est savoir. Non, en rien, je dis, à la fonction publique, j'ai quand même fait une carrière assez intéressante parce que j'ai jamais dit, c'est pas mon travail. J'avais les choix, mais quand j'entendais des collègues dire, it's not my job, je dis, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont aller? It's not my job. Si quelqu'un te fait une offre d'une entrevue, tu dis oui. Même si tu ne sais pas, tu dis, mais je vais apprendre. C'était ma personnalité aussi. Il y avait quelque chose à faire, je le faisais. Je ne savais pas, je savais à qui demander de devenir mon mentor. Parce que les gens aiment aider. Les gens aiment transmettre aussi. Voilà, exactement. Je menaçais personne, je n'allais pas prendre leur job. C'était quelque chose à faire. Il fallait quelqu'un pour le faire. Moi, je disais toujours, tant que mon patron ne me demande pas d'emmener ses chemises chez le nettoyeur, et puis quand je vais rentrer, il va me dire, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci. C'était d'accord. Donc, non, j'aime transmettre et puis partager. Alors, une question un peu plus générale. Rolande, est-ce que tu penses qu'être francophone, justement, en Ontario en 2022, c'est un défi? Ou est-ce qu'au contraire, maintenant, c'est facilité? Là, encore, ça va dépendre des attentes. Mais pour moi, c'est facile. On peut vivre à Toronto en français. On a des dentistes, on a des... Moi, j'avais une nièce qui est venue vivre au Québec à un moment et tout. Et puis une fois, elle était à Toronto avec moi et on rentrait dans une boutique
moi, quand je rentre dans une boutique, je dis bonjour. Et En puis, français. ma nièce me dit, mais pourquoi tu dis bonjour? J'ai dit, on se plaint à Toronto qu'on ne connaît pas les francophones, mais si on ne dit pas bonjour, comment ils savent qu'il y a des francophones? Et c'était invariablement, s'il y avait même des gens qui n'étaient pas francophones, ils entendaient le bonjour et ils essayaient d'aider. Ils essayaient. Donc, je ne vois pas être francophone à Toronto, ça dépend de son éducation, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais je ne peux pas imaginer que ce soit un défi. Et justement, si tu avais un conseil ou des conseils à donner à quelqu'un qui écoute cette émission et qui peut-être prépare son arrivée au Canada ou qui justement sait pas trop s'il va pouvoir vivre en français comme tu le dis et qui se dit ah là là, ça a l'air simple mais d'un autre côté moi j'ai pas cette chance, je suis quelqu'un de peut-être pas aussi fut tout ça dépend parce que chacun voit l'immigration d'une façon un peu Oui. différente. Quels seraient, toi, tes conseils, Rolande, depuis tes 50 ans d'expérience ici en tant que Française immigrée? Qu'est-ce que tu dirais, quels conseils tu donnerais aux jeunes générations ou même à une personne d'un certain âge qui a juste envie de changement et qui a peur un petit peu de se lancer dans l'aventure? D'abord, arriver avec un esprit ouvert et ne pas anticiper que ça va être difficile quand on ne sait pas que ça va être difficile. Et aussitôt en arrivant, c'est de se prévaloir de tout ce qui est à sa disposition, que ce soit des cours d'anglais si on veut tout de suite ne pas rester cantonné dans un espace. Il y a tellement de chances, il y a tellement de chances de s'installer. Enfin, on ne parle pas des loyers, là, on ne parle pas de choses économiques, mais autrement, de se trouver, il y a tous les réseaux que vous avez maintenant pour trouver des emplois, pour trouver des amis, pour trouver des spectacles. C'est au bout de vos doigts dans les téléphones et tout, surtout l'Internet. Et j'ai une petite nièce maintenant, troisième génération, qui est là maintenant. Et elle me disait quand elle arrivait, oh, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça et tout. C'est vraiment, l'immigration, c'est vraiment une question de personnalité. Si on pense qu'il va y avoir 25 obstacles, on en trouvera 26. Si on pense qu'il n'y aura pas d'obstacles ou qu'on doit déjà être prêt à dire que ça ne sera pas facile. Les gens ne vous accueillent pas à l'aéroport, ils vous accueillent pour vous donner des directions. Mais bien que maintenant, le centre francophone accueille les immigrants à l'aéroport. Donc, il y a déjà une porte ouverte là, dès qu'on met le pied à Toronto. Donc, les choses sont assez faciles. Enfin, j'imagine. Et il y a tellement de pâtisseries où vous pouvez travailler et s'acclimater. Ce qui m'épate, c'est les gens d'un certain âge, comme la famille qui a ouvert, là je ne veux pas faire de la publicité pour l'un ou l'autre, mais je pense que ça s'appelle Nord-Lyon, une pâtisserie francophone maintenant de haute gamme, qui sont arrivés à la veille de Covid. Là, sur la rue Queen. Oui, ils ont dû avoir des obstacles. Il y a des situations comme ça ils ont dû avoir à surmonter vraiment, vraiment beaucoup d'obstacles, mais en général, il n'y a pas le Covid tous les jours qui foudroie tous vos plans, vos projets, tous vos projets, et puis qui mange toutes vos économies et tout. Alors, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas, je ne peux pas voir ça. Je fais des visites guidées avec le groupe qui s'appelle Toronto Accueil aussi, pour les expats, les familles qui viennent travailler ici pendant 2 ou 3 ans et qui vont retourner. Et elles ont l'air assez contentes parce que même si elles veulent mettre leurs enfants dans le système français, il y a le collège français où ils suivent le curriculum et tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à leur portée et les enfants ne vont pas souffrir de ne pas avoir suivi le curriculum français à l'extérieur de la France. Et j'entends parler qu'il y a des expats qui restent de plus en plus souvent maintenant au Canada. Parce qu'il fait bon vivre à Toronto au final. Voilà, on espère. Non, Toronto,
Alors, je sais pas, c'est une ville, bon, il y a du bon et du mauvais comme partout, mais je pense qu'avec nos espaces verts, il y a des quartiers intéressants. Pour moi, c'est une ville agréable et je suis très contente de la montrer, d'en parler, de faire des visites guidées et tout. Alors, non, Toronto, j'y reste. Enfin, on ne doit jamais dire jamais, mais j'ai pas eu de mal à y rester. Alors, tu parles de la Société d'histoire des visites que tu fais. Justement, avant de se quitter, Roland, je voulais savoir quels étaient les projets à venir, justement, les activités à venir de la Société d'histoire de Toronto. Ah bah, la prochaine conférence qu'on va avoir, ça c'est un thème, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont le suivre. Depuis que je suis à Toronto, on parle d'une maison de la francophonie. OK, une maison de la francophonie où on rassemblerait des services. On ne parle pas d'un centre francophone. Ce serait une maison de la francophonie où il y aurait différentes choses. Et on va avoir une conférence le jeudi 14. Attendez, mon calendrier, je ne veux pas dire une bêtise. On aura une conférence le 19 janvier en ligne sur la maison de la francophonie. C'est un dossier qui a monté, c'est un yo-yo. Il est en haut, il est en bas, il y a de la programmation, il n'y a personne qui s'y intéresse. On en parle depuis 50 ans. Mais paraît-il que là, chemin faisant, ils vont aboutir à avoir une maison de la francophonie. Alors, on aura une conférence, vous recevrez les invitations et au mois de janvier. Et puis, les visites guidées, on va organiser notre programme 2023 à partir de février. Là, on va rencontrer les guides. On a de plus en plus de guides, c'est ça qui est intéressant aussi. On a de plus en plus de guides qui sont contents de montrer un quartier, une architecture. On a une spécialiste de l'Art Nouveau, on a une spécialiste des rivières, on a une spécialiste. Donc, les gens apportent chacun leur petit lot au moulin, puisqu'on a parlé de moulin. Puisqu'on a parlé de moulin et tout ça. Et ça, c'est encourageant aussi de savoir que les gens aiment bien partager leur connaissance de la ville. Et les visites guidées, c'est vraiment une façon. J'ai été un peu surprise cette année parce qu'on a fait 2 visites guidées sur des anciens maires de Toronto qui ont été des personnages assez important dans la vie de Toronto, et parce qu'on a vu une élection municipale en novembre, j'avais pensé que ça allait attirer plus de monde. Mais on était encore un peu en COVID et puis les gens étaient peut-être encore timides de venir suivre des visites guidées parce qu'on n'a pas eu, enfin, ce que j'avais, on n'a pas eu le nombre de gens auxquels je m'attendais pour ces visites où je croyais qu'on allait. Mais ça me surprend toujours. Ça me désole, c'est le pourcentage de gens qui ne votent pas dans les élections municipales. Ça, c'est un de mes chagrins à Toronto. Alors, quand les gens se plaignent, je dis, tu as voté? Non, je dis, écoute, si tu ne votes pas, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire, oui, exactement, tu ne peux rien dire. Tu ne peux pas dire, parce que quand même, la municipalité, c'est ce qui nous touche, c'est notre tous les jours. C'est l'eau qu'on boit, c'est l'électricité qu'on utilise, c'est les routes, les trottoirs qu'on fréquente. Donc, je ne sais pas, il y a une certaine apathie politique qui est un peu. J'ai jamais œuvré, à part au travail, j'ai œuvré un petit peu dans un syndicat, mais il y a aussi cet aspect-là aussi de ma vie où mon père était dans les syndicats agricoles. Il défendait les droits des fermiers. Alors, il y a toujours eu un peu cette chose-là, qu'on n'a rien sans rien, quoi. Du coup, je rappelle au passage aux auditeurs de Choc FM 105.1 qui peuvent retrouver toutes les nombreuses activités mises en place par la Société d'histoire de Toronto sur le site internet www.sh
et vous pouvez également vous abonner à la newsletter, à l'infolette comme on dit en français, et après c'est par email que vous recevrez toutes les informations de la Société d'Histoire de Toronto et de tout ce qu'ils mettent en place. Donc voilà, pour pouvoir faire plaisir à Roland, venez nombreux à toutes ces activités. C'est de belles choses qui sont mises en place aussi pour les francophones. Et puis, ça permet aussi de faire des rencontres parce que, comme on l'a souligné pendant cet entretien, il y a beaucoup de francophones, de francophiles, mais on ne sait pas forcément qui sont autour de nous parce qu'on ne part pas forcément à la rencontre au-delà de notre cercle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette infolette. En tout cas, merci beaucoup, Roland Smith, pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec toi et d'avoir pu retracer ton parcours. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Roland Smith. Merci Nathalie. Et puis merci à Guillaume aussi. Et belle fête de Noël à tout le monde. Et bonne année. Merci. Et à la prochaine. Au plaisir.